Hello! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous parle d'une de mes dernières lectures. Il s'agit de Yellowface de Rebecca F. Kuang. Donc c'est un livre qui sort énormément des habitudes de l'autrice parce que Rebecca F. Kuang, elle écrit quoi? Elle écrit surtout de la fantasy. Elle a écrit The Poppy Wars, elle a écrit Babel, des romans qui sont tous parus en français il me semble, des romans best-sellers vachement connus et justement, c'est un peu dont parle son nouveau bouquin, un bouquin qui sort un peu des sentiers battus, un bouquin qui sort de ses habitudes d'écriture, un livre qui va traiter du domaine de l'édition et du racisme qui sévit à l'intérieur. Donc Yellowface, c'est un roman qui est sorti aux éditions Ellipsis au prix de 18,90 €, donc il y a une version reliée et une version brochée. C'est vrai que j'ai vachement hésité avec la version reliée que je trouvais super belle et qui d'ailleurs, je l'ai vue que plus tard. Sous la jaquette, donc la jaquette ça reprend la couverture du livre. Sous la jaquette on retrouve une couverture qui est le livre dans l'histoire, qui est donc, j'ai oublié le titre du livre dans l'histoire, mais en gros dans ce bouquin le personnage principal écrit un livre et justement sous la jaquette on retrouve justement le titre du livre. Donc, bref, l'idée était vraiment sympa. Mais bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de cette lecture, une lecture qui m'a énormément plu, une lecture qui m'a énormément captivée parce que l'autrice écrit mais tout simplement super bien. Donc Yellowface, de quoi ça parle? J'ai déjà dit un petit peu dans mon introduction, mais Yellowface, ça va parler de quelques thématiques principales, le domaine de l'édition, le racisme, l'appropriation culturelle et on va dire le droit d'auteur. C'est des thématiques auxquelles l'autrice est elle-même confrontée puisque, comme je vous l'ai expliqué, Rebecca F. Kuang, c'est une autrice américaine qui est assez connue puisque ses livres sont considérés comme des best-sellers aux États-Unis. C'est une autrice qui est spécialisée dans la fantasy, qui fonctionne extrêmement bien et qui connaît justement toutes ces thématiques, tous ces sujets qu'elle traite dans ce roman. En plus de ça, Rebecca F. Kuang a des origines asiatiques, il me semble qu'elle a des origines chinoises et ça va être également la thématique du livre et donc voilà, et Yellowface, vous avez compris. Ça reprend justement cette idée-là où, pour une fois, en tout cas c'est très rare, j'ai très peu vu de romans qui parlaient du racisme, mais de la communauté asiatique, donc je suis heureuse de pouvoir retrouver ça. D'une part parce que je suis asiatique aussi, et du coup je suis contente de pouvoir retrouver des livres qui parlent de ce sujet. Mais aussi parce que la thématique en elle-même est super intéressante. Des livres qui parlent du domaine de l'édition, j'en connais très peu. Je connais celui-ci et j'en connais un deuxième écrit par David Fonkinos. Je vous mettrai la couverture juste ici. Mais en vrai, j'en connais que très peu. Et pourtant, le domaine d'édition, c'est un domaine qui me passionne. Je travaille dedans, je suis confrontée à ça parce que je travaille en maison d'édition. Et justement, pouvoir découvrir comment ça fonctionne à l'étranger, ça m'a juste complètement captivée. Je suis navrée, j'ai complètement zappé le résumé, mais on y va. Donc Yellowface, de quoi ça parle? Donc dans cette histoire, on va retrouver deux personnages principaux, Athena Liu et Juniper Howard, qui sont deux jeunes femmes qui ont suivi les mêmes écoles, des écoles d'écriture, parce qu'aux États-Unis, vous avez la possibilité de suivre des écoles un petit peu par passion, par type. Et donc ces deux jeunes femmes, elles ont suivi toutes les deux ce cursus parce que toutes les deux, elles rêvent d'une chose, devenir autrices, devenir des autrices connues. Et donc elles vont participer à ces cours, essayer de s'améliorer, écrire, toujours écrire et essayer d'être un jour publiées en maison d'édition. Sauf que les similitudes s'arrêtent là. Tandis que Athena Liu réussit parfaitement, à la sortie de l'école, elle enchaîne avec un contrat d'édition qui a un avaloir énorme, ses livres se vendent extrêmement bien, tout le monde attend la prochaine sortie d'Athena Liu. Et bien à côté, on retrouve June Howard qui ne connaît pas du tout le succès. Ses livres ne sont pas du tout attendus, elle peine à vendre ses bouquins et elle a du mal à trouver des maisons d'édition qui seraient partants pour la publier. Mais ces deux jeunes femmes dans l'histoire, elles sont censées être amies, elles se connaissent depuis l'université, elles sont liées par l'écriture. Et le problème c'est que souvent il est facile d'envier les autres, il est facile de détester ceux qui réussissent. Et c'est un petit peu ce dont le livre parle, puisque June est complètement envieuse d'Athéna et de sa réussite. Sauf que tout change du jour au lendemain lorsque June et Athéna vont passer une soirée ensemble, une soirée où justement elles vont extrêmement bien s'entendre, une première, bon, c'est génial, elles se disent c'est peut-être le début d'une super grande amitié, quelque chose de vraiment fou, sauf que là, la soirée, elle change du tout au tout, puisque Athéna se retrouve à être étouffée lorsqu'elle mange un pancake, et elle décède, tout simplement. Sauf que Athéna, elle était en train d'écrire son nouveau bouquin, un manuscrit qui traite du corps des travailleurs chinois, et elle en a parlé à June. Sauf que Athéna, elle a un processus d'écriture un peu spécial qui est que tant que son roman n'est pas terminé,
personne n'est au courant de ce dont elle parle. Ni de la thématique, ni une seule ligne de son livre, absolument rien. Ce qui fait que personne n'est au courant qu'elle était en train d'écrire un roman sur ça. Et que d'ailleurs, elle avait terminé son premier jet. Sauf June, qui était là avec elle. Et donc, le soir où Athena décède, June décide de prendre le manuscrit et décide de le retravailler en l'honneur de son ami pour pouvoir publier son roman et qu'il puisse connaître le jour. Bien sûr, l'histoire du coup ne s'arrête pas là, ça va être vraiment une montée au paradis puis une descente aux enfers pour June qui va enfin connaître la réussite en publiant ce bouquin, sauf qu'elle ne publie pas ce bouquin comme étant une sorte de quatre mains avec Athéna, elle le publie en disant qu'il s'agit de son propre roman à elle, qu'elle a écrit et pensé entièrement, et en bref, elle s'approprie complètement l'histoire d'Athéna. Mais pour ma part, c'est un roman que j'ai énormément aimé. Je pense que la première chose qui m'a plu dans ce roman, c'est sans doute l'écriture de l'autrice. C'est la première fois que j'ai découvert l'écriture de Rebecca F. Kuang. Parce que pour ma part, je suis pas forcément très tournée fantasy, donc j'ai jamais découvert ces romans. Mais peut-être que justement, avec ce premier livre, je pourrais me lancer dedans. Mais je trouve que l'autrice a une écriture qui est extrêmement saisissante. Parce que dans le roman, on a donc un point de vue qui est celui de June, du début jusqu'à la fin. Et c'est un point de vue qui nous inclut un peu nous aussi. Dans le sens où June, elle va par moments s'adresser à quelqu'un, sans doute nous, comme une sorte de témoin à ce qu'elle est en train de faire. Par exemple, à un moment, elle va dire « Vous devez certainement penser que je suis une personne raciste, mais blablabla. Bla. » En bref, elle nous prend vraiment à témoin à plusieurs moments dans l'histoire. Ce qui fait qu'on est vraiment dans une sorte d'échange avec le personnage, on est complètement dans sa tête et il y a une ambiance qui est extrêmement étrange. Mais comme je l'ai dit, l'écriture de Rebecca Kuang, elle est hyper captivante, très saisissante. Dès la première phrase, dès le premier chapitre, on est directement saisi dans l'histoire, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Parce que on sent que c'est un roman qui est dénonciateur, mais on ne sait pas encore de quoi. Le résumé nous parle déjà de quelques thématiques, mais on sent que l'autrice veut nous dire des choses. Et justement, on nous tend la main et on la saisit directement dès le début. C'est une écriture qui vous donne envie de découvrir l'histoire. C'est pas une sorte de page turner, c'est plus on a envie parce que l'écriture elle est belle, l'écriture elle nous plaît. Il y a vraiment quelque chose de palpable dans l'écriture qui, waouh, t'es là mais tu lis après c'est un mais waouh, mais juste j'adore être là, juste ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui va aborder de nombreuses thématiques. Donc l'une des premières, ça va être la question de l'appropriation culturelle. Donc dans cette histoire, on va suivre June qui va s'approprier le roman d'Athéna. Donc tout d'abord, vol de manuscrits. Donc elle prend ce manuscrit, elle se le réapproprie en le réécrivant, en enlevant des phrases, en les raccourcissant, en rajoutant les siennes. En bref, elle dit que son écriture et celle d'Athéna se fondent complètement l'une dans l'autre. À partir de là, elle va présenter ce nouveau roman à son agent, qui lui-même va le présenter à des maisons d'édition, qui vont se battre un petit peu pour essayer de le récupérer. Et là, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a plein de maisons d'édition qui se battent, et il y en a une en particulier qui va lui proposer un très gros avaloir. Donc un avaloir, c'est une avance sur droit d'auteur. Et donc c'est un avaloir à 6 chiffres, et là on est oh my god, mais jamais de ma vie on m'a proposé ça. Donc elle est très très heureuse de pouvoir publier son livre en maison d'édition, son livre. Mais en fait, à partir de là, il y a toute la question de l'appropriation culturelle qui s'impose parce que c'est un livre qui parle de quoi? Du corps des travailleurs chinois. Sauf que June, elle n'a aucune origine asiatique et en fait, la maison d'édition qui va la publier, elle en a conscience. Donc elle va jouer avec les mots, jouer avec les images. En bref, elle va détourner un petit peu la vérité à son avantage. Donc June, elle n'a absolument aucune origine asiatique. En revanche, ce qu'elle a, c'est des petits éléments qui vont l'aider à paraître un peu plus asiatique. Tout d'abord, son nom, elle s'appelle Juniper Song Hayward et à la base, quand elle publie ses romans, elle est publiée sous le nom de June Hayward. Et ses éditeurs vont lui proposer de changer son nom d'auteur et de s'appeler Juniper Song. Song, qui est un nom de famille asiatique, chinois, il me semble. Sauf que Juniper Song, en fait, c'est son prénom. C'est pas son prénom et son nom de famille, c'est juste son prénom. Et en fait, justement, ils vont jouer sur ça. Ils vont jouer sur le... C'est son prénom, mais ça sonne asiatique. Donc justement, ça va parfaitement avec le livre. Elle est complètement dans son bon droit d'écrire sur ça. Autre chose avec laquelle la maison d'édition va jouer, ça va être les photos. Souvent sur les livres, on va retrouver une photo de l'auteur-autrice. Et donc, ce qui se passe, c'est que la maison d'édition engage
une photographe qui va prendre en photo June dans un certain angle, dans une certaine lumière, qui justement lui donne un petit côté asiatique avec des traits au niveau des yeux un peu étirés, quelque chose qui paraît exotique. En bref, la maison d'édition va prendre pas mal de décisions pour essayer de détourner la vérité et faire croire aux gens que Juniper a des origines asiatiques. Et c'est un stratagème qui fonctionne puisque plein de gens y croient et il y a plein de communautés asiatiques justement qui vont la convier à des événements, lui demander de participer à des conférences et en fait Juniper, elle se sent coupable un peu de ça. Seul moment dans le livre d'ailleurs où elle se sent coupable. Unique fois. Mais du coup oui, c'est un livre qui dénonce ce qui se passe dans le domaine de l'édition. C'est pas toujours tout rose, loin de là, parce que l'univers de l'édition c'est un univers qui peut être extrêmement cruel. Parce que dans l'histoire, déjà, je vous ai dit, en termes de questions d'appropriation culturelle, ce que la maison d'édition est capable de faire, donc détourner la vérité à son avantage pour pouvoir vendre, puisque c'est un argument marketing que l'autrice soit asiatique, en tout cas qu'elle soit considérée d'une communauté racisée, ou en tout cas d'une minorité. Et justement, ils vont pas s'empêcher de jouer là-dessus, vu que c'est quelque chose qui vend bien, apparemment. Mais dans le domaine de l'édition, c'est un domaine qui est extrêmement cruel au niveau des auteurs. Dans l'histoire, les deux personnages, elles se connaissent de l'université, elles se sont rapprochées par l'écriture. Mais il y a un côté dans le livre où les auteurs, à l'université, ils étaient vachement rapprochés. Et une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils se sont tous dispersés. Et il y a vraiment une compétition à celui qui vendra le meilleur livre, qui aura le meilleur avaloir, le meilleur tirage, la meilleure mise en place. En bref, c'était vraiment chacun pour sa peau. À la sortie de l'université, c'était vraiment... En fait, il y avait vraiment l'image de rapace où t'es là à prendre la meilleure opportunité, le sujet le plus tendance à la mode qui pourrait plaire aux lecteurs. Il y a vraiment cette image de compétition extrêmement féroce dans le domaine de l'édition. En tout cas, vu la manière dont c'est raconté, c'est comme ça qu'on le perçoit dans l'histoire. Et c'est quelque chose qui continue même plus tard, une fois que ton livre se vend extrêmement bien. Parce que dans l'histoire, June, elle fait partie, une fois qu'elle a vendu son livre, qui s'est super bien vendu, elle fait partie d'une petite troupe d'autrices. Et en fait, elles sont en train, par message, de bitcher sur les gens. Et en fait, du jour au lendemain, quand June, elle se fait cyberharceler sur les réseaux sociaux, elles retournent toutes leur veste et elle lui parle plus et elle la gosse. Enfin bref, il y a un côté où c'est très profiteur dans l'histoire. Il y a un côté où c'est très opportuniste. C'est que je vais être amie avec toi parce que ça a des avantages d'être vue en public avec toi. Mais étant donné que actuellement ta réputation elle est pas top, je vais arrêter de traîner avec toi. Tant pis. Et dans l'histoire, je dis que ces filles la ghostent, c'est pas parce que elles sont contre ses valeurs, hein, parce que le personnage en question a fait des choses vraiment exécrables. Non, c'est vraiment juste une question de réputation. Donc voilà, en fait, l'autrice, de par son expérience, nous montre à quoi peut ressembler le domaine de l'édition. Je le dépeins d'une manière très désagréable, mais pour ma part, j'ai une très bonne expérience du domaine de l'édition, vu que je travaille dedans. Mais faut prendre en compte qu'il y a des points qui sont extrêmement négatifs. Il faut prendre en compte que c'est un domaine qui est difficile, où il y a un peu ce côté rapace, comme je le disais juste avant. Et c'est justement la manière dont l'autrice dépeint l'histoire, dépeint le personnage et les autres personnages. En fait, dans le livre, tous les personnages sont profondément détestables. Sauf sans doute la mère d'Athéna, qui est une petite crème. Et aussi la communauté asiatique qui a accueilli June à un moment. Bref. Mais du coup, la seconde thématique qui est abordée, c'est la question de l'appropriation culturelle, puisque June va donc traiter d'un sujet dont elle n'est pas concernée, le sujet du corps des travailleurs chinois, parce que d'une part, elle n'y a jamais participé, mais également parce qu'elle n'a aucune origine asiatique en lien avec ça. Et en fait, l'autrice met en lumière certaines questions, certaines problématiques qui sont en ce moment vachement sur le devant de la scène, notamment la question de peut-on écrire sur un sujet dont on n'est pas concerné. Donc par exemple, est-ce qu'on peut écrire sur des relations homosexuelles si nous-mêmes en fait on n'est pas homosexuel, on est peut-être juste hétérosexuel ou autre. Peut-on écrire sur ces sujets-là alors que on n'est pas les premières personnes concernées? Ça soulève aussi un autre sujet et c'est un point qui sonne vraiment comme quelque chose que le personnage principal déteste dans l'histoire. C'est le fait qu'elle a l'impression que les maisons d'édition vont privilégier les auteurs et autrices issus des minorités. On voit en ce moment dans la société qu'on essaye de mettre davantage en avant ces auteurs et autrices qui sont issus des minorités. Et en fait, June, tout au long de l'histoire, elle va se
se plaindre en disant mais qui s'intéresse encore aujourd'hui aux histoires d'une petite blanche aux cheveux bruns et aux yeux bleus, franchement tout le monde s'en fout, alors que être asiatique c'est la vie, c'est avoir la vie facile, c'est simple, t'as qu'à écrire n'importe quoi, tout le monde va vouloir te publier, alors que moi tout le monde s'en fout. Et ça c'est vraiment un point sur lequel le personnage elle revient hyper régulièrement, elle est vraiment là en mode mais ça c'est parce que je suis blanche, ça c'est parce que je suis blanche, blablabla blablabla blablabla. Et en fait il y a une chose que j'ai trouvé super intéressante qui se passe du coup à la fin du roman, c'est quand elle se retrouve confrontée à une personne qui va la prendre à son propre jeu, qui va lui faire avouer qu'elle a volé le manuscrit. Et cette femme, c'est une femme qui a des origines coréennes, qui lui en veut elle personnellement pour quelque chose qu'elle a fait dans l'histoire. Et en fait elle la coupe, elle lui fait mais tu crois sincèrement qu'Athéna elle avait la vie facile? Athéna moi aussi je la déteste, c'est une pétasse, mais là c'est vraiment pas une question d'Athéna, j'en ai absolument rien à foutre de cette meuf, mais en fait toi t'as juste l'impression que les asiatiques ont la vie belle parce que du fait qu'on soit issu des minorités, eh bien c'est facile de publier, sauf que c'est pas la réalité. La réalité c'est quoi? C'est 75% d'auteurs et autrices blanches, le reste ça peut être des auteurs et autrices issus des minorités, mais encore c'est très limité, c'est pas tous les romans, et surtout c'est quel type de romans? C'est des romans qui concernent uniquement le domaine dans lequel on est. Et donc justement elle était en train de dire Athéna, tu crois que ça a été facile pour elle? En fait Athéna on lui a cantonné le rôle de la petite asiatique qui doit écrire exclusivement sur l'Asie, et si tu n'écris pas sur ça, et tu n'as pas tes chances d'être publié. Justement l'un de ces dialogues finaux je l'ai trouvé super intéressant parce que il y a beaucoup de personnes justement qui vont avoir cette mentalité de se dire ah mais les personnes issues des minorités ont plus de chances que moi d'être publiées parce que justement ils sont issus des minorités et que c'est la mode en ce moment de les publier. Sauf que c'est pas la réalité, c'est pas les faits. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on a l'impression de voir, sauf que on est toujours, encore une fois, cantonné à un rôle qui nous n'est pas propre en fait, parce que c'est un rôle qu'on n'a pas choisi, c'est un rôle qu'on nous impose. Et j'ai trouvé l'intervention du personnage ultra intéressante. Un autre point que je voulais aborder, un point que j'ai envie de prendre avec des pincettes parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et bref, c'est un sujet qui peut être... C'est pas forcément un sujet sensible, mais on va peser nos mots. C'est un livre, je vous le cacherai pas, je pense que c'est un livre qui a été extrêmement ambivalent pour moi. Je suis ressortie de ma lecture avec un sentiment extrêmement désagréable parce que je me suis sentie lourde pendant toute ma lecture d'un immense poids. En fait, ce poids d'en vouloir au personnage, je la détestais, elle était profondément exécrable, elle avait des pensées, des actions, mais effroyables, dégueulasses. Et en fait, t'avais envie de la détester profondément, cette meuf. Et il y a un côté où c'est un personnage que j'ai trouvé touchant de par sa sincérité, parce que on est constamment dans sa tête, et justement dans sa tête on lit les pires horreurs. J'ai peur, mais en fait j'ai peur de ce que je vais dire parce que j'ai l'impression que ça pourrait être super mal interprété, mais c'est un personnage du coup comme je le disais qui m'a par moments fait de la peine, et genre je me suis sentie mal de ressentir de la peine pour ce personnage parce que justement comme je le disais juste avant, c'est un personnage qui est exécrable et détestable, et pour autant j'ai quand même ressenti de la pitié ou de la peine pour elle à certains moments. Et en fait je m'en suis vraiment voulu de ressentir ce sentiment parce que je me dis mais c'est pas normal de ressentir ça, de la peine, de la compassion pour un personnage qui ne le mérite pas en fait. Et en même temps, je me rends compte à quel point c'est un personnage qui est profondément banal. C'est un personnage qui est terriblement commun, qui pourrait... en fait, elle pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. Ça pourrait être n'importe quelle personne. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Les pensées qu'elle a, c'est des pensées... En fait, vraiment, dans l'histoire, c'est le cours de ses pensées. Et en fait, on se rend compte à quel point nos pensées, on les contrôle pas. Ça se voit... On voit à quel point nos pensées, elles partent d'un point A à un point B, et en fait elles font tout un circuit, et en fait c'est exactement ce que le personnage elle fait en permanence, elle est dans ses pensées, et du coup nous on est capable de voir et de lire ce qui se passe dans ses pensées, et en fait des fois elle a des pensées qui sont complètement détestables. Et en même temps, par effet miroir, il y a un côté où parfois je me reconnais, il y a un côté où parfois moi aussi je vais avoir des idées, des propos mais détestables, et je vais dire mais pourquoi j'ai pensé ça? C'est dégueulasse d'avoir pu penser ça, que ce soit un commentaire sur une personne qui marche dans la rue, la manière dont une personne va s'habiller, et je vais dire mais
mais pourquoi j'ai ce jugement sur la personne. Et je pense que justement j'ai été touchée par le fait que par moments je me suis reconnue en elle. Je me suis reconnue dans un personnage qui était profondément haïssable. Et je me disais mais attends, mais je pense que c'est ça l'ambivalence. C'est de se dire je déteste une meuf qui me ressemble dans certaines parties. Et du coup par extension c'est dire que je me déteste moi d'être comme ça. Enfin, il y avait vraiment ce sentiment lourd tout au long de ma lecture. Où vraiment le personnage a quelque chose d'extrêmement pesant. Il y a quelque chose de lourd dans ses paroles, dans ce qu'elle dit. Il y a un poids qui est terriblement dur à lire. Et en même temps, on a notre propre culpabilité d'avoir de la compassion pour les horreurs qu'elle fait. Pas forcément pour les horreurs, mais on a de la compassion dans les moments où elle va vivre des situations difficiles, par exemple du cyberharcèlement, ou alors elle va être rejetée à certains événements, elle va se sentir exclue, etc. De la compassion dans certains moments, parce que je pense qu'on peut se retrouver dans ces moments d'exclusion. Mais pour autant, il y a un côté où je me suis sentie hyper coupable d'avoir de la compassion pour elle. Ah oui, autre point que je trouvais intéressant et que ce sujet justement vient de me rappeler, ce qui n'aide pas au fait qu'on ressent de la culpabilité pour le personnage de June, c'est que de l'autre côté, on est censé avoir Athéna, une personne qui justement on est censé la plaindre dans l'histoire, on est censé être attaché à elle. Il y a un côté un petit peu où tout est censé être noir et blanc, en mode June c'est la méchante, Athéna c'est la gentille, sauf que c'est pas ça la réalité, parce que ce qui se passe c'est que dans l'histoire, Athéna aussi elle a ses torts. Athéna, c'est une personne qui est parfois extrêmement détestée pour le fait qu'elle se sente supérieure aux autres, de par le fait qu'elle soit extrêmement riche et qu'elle le montre, de par le fait qu'elle paraissait extrêmement hautaine avec les gens. Enfin, il y a vraiment toute une atmosphère qui fait qu'on la déteste. Mais en plus de ça, quand on rentre dans l'intimité des personnages, on apprend une chose, c'est que la première raison pour laquelle June détestait Athéna, c'est que quand elles étaient tous les deux à l'université, June a subi une agression sexuelle, elle s'est faite violer et on a parlé à Athéna pour se soulager, pour raconter, et tandis qu'Athéna s'était montrée comme une oreille présente, en tout cas c'est ce qu'on croyait, et bien par la suite on découvre que Athéna a écrit l'histoire de June pour un concours d'écriture et qu'elle l'a remporté et qu'elle a juste remplacé les noms par d'autres pour ne pas reconnaître la personne. Et c'est le premier coup de poignard pour June. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile de complètement l'aimer ou de complètement la détester. Parce que Athéna, c'est un personnage qu'on veut plaindre de par le fait qu'elle soit morte, qu'on lui ait volé son manuscrit, son œuvre, son histoire. Mais en même temps, il y a un côté où elle est très détestable. C'est un personnage qu'on n'aime pas de par ses actions, de par sa manière de se comporter avec les gens, de par ce qu'elle a dit, ses messes basses, le fait qu'elle crache dans le dos des gens. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on va pas l'aimer alors que c'est censé être le personnage qu'on aime justement. Et il y a un profond contraste et un profond mélange de gris dans cette histoire. Tout du coup n'est pas noir et blanc, c'est vraiment un énorme contraste de gris. Je dirais gris foncé parce que tout est profondément sombre dans ce livre. Mais il y a vraiment une histoire de contraste où Athéna, on est censé l'aimer et pourtant on la déteste. Et June est censé profondément la détester et par moments on ressent des pics d'empathie pour elle. Et c'est cet équilibre, c'est cette balance permanente dans l'histoire qui fait qu'on avance tout du long avec ce poids. Et en fait, je pense que le fait de ne pas réussir à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce sentiment de gêne qu'on a tout au long de la lecture, ça renforce ce sentiment de lourdeur que l'on a avec le personnage, avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle fait. En bref, j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop, mais c'est un livre qui m'a vraiment énormément captivée. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, l'histoire en elle-même, elle n'est pas spécialement intéressante parce que voilà, les faits, ils sont pas fous, mais j'aime énormément le fait que l'autrice justement va pointer du doigt certaines problématiques, certains sujets phares que je vous ai donc cité précédemment. Et l'histoire, ça vraiment à porter ces sujets, mais il faut pas forcément lire ce livre pour l'histoire en elle-même, pour l'intrigue. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas d'intrigue. C'est surtout un livre qui parle de ces thématiques et c'est l'objectif de cette histoire. C'est vraiment pas de suivre une histoire pour son histoire et pour sa fin. On s'en fout complètement, je pense. Je pense que c'est vraiment, le plus important, c'est vraiment l'étude humaine de June, l'étude des sentiments, des émotions, des actions et le questionnement que l'on a de soi-même à soi-même sur les différentes problématiques que l'autrice veut nous montrer.
Voilà, en tout cas un livre que je vous recommande très très vivement. J'espère vous avoir motivé à pouvoir le découvrir, même si je vous ai très certainement spoilé. Je suis complètement navrée. Mais voilà, j'avais très envie de pouvoir parler de toutes ces thématiques, de tout ce que ce livre m'a fait ressentir. Et j'espère vous avoir transmis un petit peu le sentiment global que j'ai eu en lisant ce livre. Bref, voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.